Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits saillants. Ouverture du 28e sommet de l'Union africaine. Au Canada, une fusillade fait 5 morts dont une mosquée au Québec. Voilà, c'était le sommaire. Merci de nous rejoindre. Le 28e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce lundi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba en présence d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Ces derniers vont se pencher sur le dossier chaud qui divise donc la communauté internationale et sont appelés à changer les instances dirigeantes dont les membres de la Commission de l'Union africaine. Ce sommet s'avère particulier du fait de la forte représentation du Maroc et de l'Égypte qui effectuent leur retour au sein de l'Union africaine. Ces deux pays étant en fait représentés par le roi Mohamed VI et le président Al-Sisi d'Égypte. Le président du Sud-Afrique, Jacob Zuma, et le président nigérien, Mohamed Buhari, assistent également. Le thème choisi pour ce sommet a pour slogan « Tirer pleinement parti de la croissance démographique en investissant dans la jeunesse ». Le sommet a été précédé par plusieurs réunions préparatoires, dont une session du comité de représentants permanents qui a eu lieu donc du 22 au 24 janvier dernier. Puis des rencontres au niveau des ministres des Affaires étrangères des pays membres. Ces rencontres ont eu lieu du 25 au 27 janvier dernier. Djibouti ayant été représenté par son ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf. Le renouvellement des membres de la Commission de l'Union africaine, la réforme des institutions de l'Union ainsi que ces questions de paix, de sécurité, de développement sont au centre de ce sommet. Le poste de la Sud-Africaine Nkosana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission, est particulièrement convoité. 5 candidats ont postulé pour lui succéder. Madame Nkosana Dlamini-Zuma dirige la présidence de l'Union africaine depuis 2012. À noter que Djibouti a présenté 2 candidats au poste de vice-président de la Commission et de commissaire aux affaires politiques, en l'occurrence les candidatures respectives de M. Yassine Al-Mebouh et de Madame Hawa Youssouf Ahmed. Également dans l'actualité, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a eu hier matin un entretien en tête-à-tête avec le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Les deux dirigeants ont discuté des sujets d'intérêt commun, la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie ayant des relations particulières, étroites, en parfaite harmonie. Il s'agit de manière synergique en matière d'intégration économique et consolide leur coopération bilatérale au profit des deux pays et des deux peuples amis. Et le Maroc organise une réception pour marquer son retour au sein de l'Union africaine. Le roi Mohamed VI a offert hier soir une réception en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement qui prennent part au 28e sommet de l'Union africaine. Et ce, pour marquer le retour du royaume chérifi au sein des instances africaines. Le Maroc avait quitté ce que l'on appelait auparavant l'Organisation de l'Unité africaine en 1984 pour récuser la reconnaissance par l'Union africaine de la République arabe sahraoui, territoire que le Maroc considère comme faisant partie intégrante de son royaume. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a honoré de sa présence cette réception qui s'est déroulée au Sheraton Hotel d'Addis Abeba. La question de la réintégration du Maroc est inscrite à l'ordre du jour du 28e sommet de l'Union africaine.
Retour à Djibouti, donc sous la présidence de M. Mohamed Ali Ahmed, s'est tenue ce matin la 6e séance publique nationale. Cette séance plénière a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires. Ministres et députés ont débattu sur 3 projets de loi inscrits à l'ordre du jour, dont le projet de loi portant ratification du statut de la promotion des droits de la femme au sein d'un État, des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. Il s'agit d'un texte qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du rôle de la femme dans le développement pour renforcer ses capacités et compétences dans divers domaines tels que la formation, l'éducation et ce que conformément aux valeurs islamiques. Le deuxième point examiné concernait le projet de loi portant abrogation de l'article 102 de la loi numéro 154 de 2002 portant codification du fonctionnement de l'OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés. En effet, ce projet de loi stipule que les allocations familiales seront désormais versées aux assurés du régime général pour chacun des 6 premiers enfants en charge, au lieu de 3 enfants précédemement. Le troisième texte abordé porte sur la ratification de l'accord de financement additionnel pour le projet de construction de la route Tadjoura-Balhou. Il s'agit d'un accord de prêt entre la République de Djibouti et le Fonds koweïtien pour le développement économique d'un montant de 23 millions de dinars koweïtiens, soit 75 millions de dollars US, et qui correspond à 13 milliards 455 millions 84 000 francs Djibouti. Cet axe routier contribuera à revitaliser les mouvements commerciaux entre Djibouti et l'Éthiopie. Rappelons que pour l'examen de ce projet de loi, la Commission parlementaire des finances, de l'économie et du plan avait tenu pour la première fois ses travaux sous la préfecture du Rwanda, dans la préfecture de Rwanda, la région de Tadjoura, région concernée par le dit projet le 22 janvier dernier. Toujours dans l'actualité parlementaire, les députés n'ont pas manqué de poser des questions aux acteurs de l'exécutif concernés sur les différents points saillants des 3 projets de loi mentionnés. Le Premier ministre a délégué au logement, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement ont fourni des réponses attendues. Les membres du gouvernement ont convaincu les parlementaires et à l'issue des échanges interactifs, les 3 projets de loi ont tous été adoptés à une majorité écrasante. Toutefois, qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de joindre ma parole aux interrogations qui se sont succédées ici, que ceci n'est pas suffisant. Il s'agit d'un rattrapage quelque part du niveau d'avant. De suppression de l'abattement, c'était pour effacer l'effort de guerre et la réduction drastique des recettes. Mais aujourd'hui, après 17 ans de remise à flot et d'une santé économique florissante, non seulement nous devons rattraper ceci est fait, mais aujourd'hui s'inscrire dans une nouvelle avancée de redistribution des fruits de la croissance. Monsieur le ministre, lors du deuxième prêt, les travaux réalisés étaient quasiment nuls. Pourquoi cette société n'a pas été sanctionnée en lui demandant le paiement des pénalités prévues dans le contrat de prêt, étant entendu que cette même société a fait subir les sociétés sous-traitantes les pénalités prévues dans le contrat de construction? Je voudrais apporter aux chers collègues et honorables parlementaires les informations suivantes. Qu'il y a un cabinet de consultants tunisiens qui suit ce dossier. La société koweïtienne, la première estimation qu'elle avait faite, les structures qui étaient prévues n'est pas celui qui est en train de se faire aujourd'hui. Au cours des années, le gouvernement djiboutien avait demandé un changement de structure. Maintenant, le goudron qui est posé de 23 cm, les tracés, c'est ce qui a
permis de doubler pour pouvoir supporter les charges des camions qui vont passer, conformément au nouveau contrat. Monsieur le ministre, ma première question, quelle est l'institution biblique qui a été chargée de réaliser ou de superviser le titre technique, financière ou physique de ces projets de construction de la route Tadjoura-Balhou? 2. La réalité actuelle témoigne que ce projet n'a pas été suivi de près avec beaucoup de rigueur, ce qui justifie une défaillance à grande échelle et qui est clairement démontré dans sa programmation budgétaire qui laisse beaucoup de questions. Il est mentionné que le projet a rencontré plusieurs problèmes techniques depuis le début des travaux, c'est-à-dire il y a plus de 5 ans de cela. Donc, qu'est-ce qui a véritablement causé de tels dysfonctionnements divers? À qui incombe la responsabilité, Monsieur le ministre? Comment se fait-il qu'un projet dans telle valeur financière face à l'objet de changements répétitifs d'entreprises contractantes sans que le motif et les causes réelles ne soient informés au public et plus particulièrement le Parlement? Et le ministre des Transports, Mohamed Moussa Abdelkader Helem, est longuement intervenu sur la réalisation de l'axe routier Tadjoura-Balhou, appelé à devenir le corridor nord pour relier Djibouti à l'Éthiopie. Cet axe a nécessité un important investissement financier. On écoute les propos que le ministre a tenus aux députés afin d'obtenir leur aval pour voter la rallonge de financement. En 2010, quand le premier prêt a été signé, le projet du port Tadjoura n'était qu'un projet, un rêve. En avril 2011, quand le président a fait la pose de la première pierre, elle avait promis de prendre en charge ce dossier du port Tadjoura et qu'elle allait le faire. C'était encore un souhait du président de la République. Notre partenaire, qui est le Fonds koweïtien, à ce moment-là, estimait que ce projet était trop grand, trop important pour nous et qu'il fallait une petite route. D'où l'étude aussi bien de tracé que de la nature ou de la structure de la route elle-même qui ne portait que sur des petites charges. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir la confiance de nos partenaires internationaux. Le Fonds koweïtien a accepté finalement de financer le port de Tadjoura après que le projet ait démarré. Donc il a fallu réadapter ce projet et mettre en conformité avec l'activité qui allait être le transport de poids lourds en grand nombre. Donc vous comprendrez que quand on pense d'une petite route pour des petites voitures à une route qui va supporter des charges lourdes, la nature de la route, la structure de la route, la tracé de la route, tout change. Donc que le projet soit initialement doublé ou même multiplié par 3, c'est normal et c'est compréhensible. Le fonds koweïtien, ils ont donné à une société qui s'appelle Kharafi, qui est une société koweïtienne. Deuxième chose, je vais vous dire encore une deuxième chose, la société qui fait le contrôle de ces travaux, c'est PACE, qui est une société koweïtienne. Ça, il faut le savoir. Deuxième chose, maintenant, il est vrai que cette route a eu des ratés. Ça, je l'ai dit et je l'affirme. Dès le départ, il y a eu des erreurs. Des erreurs de notre part, j'en conviens, mais aussi des erreurs de la part de la société qui est chargée du contrôle. Nous avons changé effectivement, puisque l'épaisseur de la route, qui était de 5, on l'a ramené à 10. C'est pour cela qu'il y a eu donc un premier avenant. Étant donné que cette route, les camions qui vont passer chargés ne vont pas se porter. C'est la raison pour laquelle on a augmenté. Deuxième chose, la première visite que j'ai faite, moi, dès que je suis devenu Premier ministre, c'était sur cette route-là. J'ai vu qu'il y avait effectivement les ouvrages réalisés. Je disais, ça ne pourra pas, tenir s'il y a des aides très importants. Et effectivement, 3 mois après, le pont qu'ils avaient fait était emporté. Donc ils ont surélevé et ils ont fait des dallots maintenant. Et là, depuis, il y a eu plusieurs oueds qui ont coulé et ça, c'est au niveau de, au niveau de Randa, juste avant d'entrer sur Randa.
eh bien, l'eau maintenant passe à l'intérieur et l'ouvrage a bien tenu. Avant la fin de l'année, en décembre, je me suis encore rendu jusqu'à Balhou parce que les problèmes persistaient. Donc, les premières décisions qui ont été prises sur place, d'abord, il y a des pénalités dans le contrat. Donc, on a dit qu'il faut appliquer les pénalités. Parce que la société, maintenant, les travaux devraient se terminer au mois de décembre. Ça n'a pas été fait. Donc, j'ai dit appliquer les pénalités. Le maximum, c'est 7%. Plafonné à 7%. Donc, on a dit on applique le maximum des pénalités sur l'entreprise. Voilà, c'était les propos des ministres du Transport par intérim Ali Hassan Bahdoun et du Premier ministre en réponse aux élus du peuple. Après l'adoption de 3 projets de loi à l'ordre du jour de la séance publique, le président de l'Assemblée nationale a prononcé un discours de clôture de la 2e session ordinaire parlementaire. Dans son intervention, le président Mohamed Ali Hamed a fait le bilan de l'ensemble des activités entreprises par l'Assemblée nationale durant les 4 derniers mois de travaux concernant les élections communales et régionales. Le président du Parlement a exhorté les députés à s'impliquer, à se mobiliser fortement afin de convaincre les électrices et les électeurs à se rendre massivement aux urnes pour choisir les élus communaux et régionaux. Nous l'écoutons. Nous voici au terme de la 2e session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2016-2017 que je voudrais le rappeler. C'est ouverte le samedi 1er octobre 2016 dernier. Comme il est de coutume, la clôture d'une session parlementaire est l'occasion de jeter un regard rétrospectif et de faire le bilan des activités entreprises durant la session écoulée en évaluant le chemin parcouru dans le cadre de nos missions et prérogatives constitutionnelles. En termes de production législative, nous avons doté notre pays de lois importantes et donc le patrimoine juridique s'en trouve renforcé avec l'adoption de plus de 17 projets de loi et une résolution d'initiative parlementaire. Outre ce bilan des activités législatives, notre Parlement s'est illustré également par d'autres activités relatives à ses missions de représentation nationale et de contrôle de l'action gouvernementale. Dans ce cadre, nous avons organisé avec succès une séance de questions au gouvernement. À travers cet exercice démocratique, nous avons favorisé l'expression de toutes les sensibilités politiques représentées dans cet hémicycle national, ce qui a permis d'éclairer nos compatriotes sur les enjeux, sur les tenants et aboutissants des politiques gouvernementales. Je voulais profiter de cette occasion pour féliciter membres du gouvernement et parlementaires qui ont joué le jeu démocratique. Ce débat démocratique accompli avec brio est un fort témoignage de la vitalité de notre démocratie qui mérite d'être pérennisée. Également, par le biais de la mise en œuvre de la démocratie de proximité, nous avons instauré une nouvelle philosophie de travail en décidant de délocaliser les travaux de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan pour la première fois dans l'histoire de notre pays, région concernée par un projet de loi soumis à l'approbation de cette commission. Le but recherché était de rapprocher davantage les instances de prise de décision aux populations. Au chapitre du renforcement des capacités des parlementaires et du personnel administratif parlementaire, nous avons organisé, il y a quelques jours de cela, un atelier de sensibilisation des parlementaires sur la problématique du VIH-Sida, sur la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH. Le but recherché est de faire des parlementaires des acteurs clés dans la riposte face à cette pandémie afin d'appuyer efficacement les professionnels de la santé. J'ai impulsé également une politique consistant à rehausser la qualité et l'efficience du travail du personnel pour plus de productivité et de rendement. Dans cette optique, j'ai sollicité l'expérience de l'Union interparlementaire pour faire bénéficier à notre personnel de formations sur la promotion de l'efficacité du travail parlementaire. Et le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maoukiya, a effectué hier après-midi une visite à l'hôpital général Pelletier.
accompagné dans ce déplacement par ses proches collaborateurs afin de discuter du fonctionnement de l'institution dans l'optique d'améliorer la qualité des prises en charge des malades. Cette rencontre de travail s'est déroulée en présence du directeur général de l'hôpital général Pelletier, Hussein Mohamed Hussein, des responsables des différents services de l'établissement, ainsi que des infirmiers majors de chaque service. Durant cette réunion de travail, le ministre de la Santé a bien écueilli les doléances et les contraintes auxquelles les personnels soignants font face. Après un tour de table, le ministre de la Santé a rassuré le personnel médical et paramédical de l'hôpital Pelletier qu'il étudiera tous les problèmes afin de renforcer les services du ministère de la Santé. Et nous avons fait aussi les plaidoyers pour l'acquisition de certains équipements qui nous fait défaut au quotidien pour améliorer notre travail quotidien. Le ministre de la Santé a pris la parole en dernier et nous a garanti son appui et son soutien total pour l'amélioration de cette prestation de services. Ainsi, il nous a promis aussi à l'acquisition de certains équipements que nous avons demandé dans le cadre de la planification des activités de 2007, qu'il nous a garanti et que, Inch'Allah, on espère dans un délai très proche qu'on aura ces équipements. Et ces équipements vont participer à l'amélioration de la qualité des soins, de la prestation des services offerts, de la satisfaction des patients, qui est l'objectif recherché de l'hôpital. Et au ministère des Finances, l'on a procédé ce matin à l'installation du comité directeur national du cadre dit intègre devant regrouper des responsables du ministère des Finances, des établissements financiers, du secteur privé, de la Chambre du commerce. Cette réunion a été présidée par le ministre du Commerce qui a représenté le ministre des Finances, outre que le ministre du Commerce. L'on a également pris part à cette réunion, le représentant par intérim du PNUD et les membres du comité directeur. Dans un mot prononcé à cette occasion, le directeur du commerce explique donc les phases des actions attendues. Nous l'écoutons. Et les maillons qui manquaient à la chaîne de management du processus de l'activation réelle du cadre intégré renforcé. Le bureau du projet et d'attaque et le nouveau point focal aussi. Le défi qui est lancé et à la mesure de vos expériences. Dès lors, il est légitime de croire que vous saurez, à la croisée de chemin, apporter votre pierre à l'édifice qui, nous l'espérons, inscrira durablement ce programme qui tient compte des priorités de notre pays afin de répondre efficacement aux défis de l'heure. Enfin, il me plaît de vous rappeler vos attributions prévues dans les lignes directrices et reprises dans le règlement antérieur du comité et dans son article 1 en particulier. Sport, cette fois, comme annoncé, un écran géant a été placé au gymnase du lycée d'État afin d'offrir aux jeunes l'opportunité de suivre. C'était donc hier soir à la 25e finale du championnat du monde masculin de handball qui a opposé l'équipe de la Norvège à celle de la France. Secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, entouré du directeur des sports, monsieur Abshir Ali, du président de la Fédération djiboutienne de handball, ainsi que de nombreux jeunes ont suivi avec intérêt ce match. Les Bleus jouant à domicile se sont imposés sur un score de 33-26. Après une entame de match crispé face à des Norvégiens inspirés, l'équipe de France a petit à petit pris la mesure de son adversaire du soir pour finalement s'imposer largement. Le gardien Vincent Gérard, qui a remplacé Thierry très tôt dans le match, a œuvré les attaquants norvégiens en seconde mi-temps. La France triomphe devant son public et remporte son 6e championnat du monde de handball. Et un séminaire de coopération entre la police et la justice afin de renforcer les capacités d'application de la loi en matière de lutte contre le terrorisme dans la région de la Grande Corne de l'Afrique et au Yémen. Et ce, conformément aux droits de l'homme
s'est ouvert donc ce matin au Kempinski Palace Hotel. Objectif de ce séminaire qui s'est tenu au Kempinski contribuera à la réalisation régionale des efforts déployés par les pays bénéficiaires afin que l'Union européenne et de l'Union européenne dans le cadre des priorités du plan d'action antiterroriste de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique et le Yémen, en étroite collaboration avec les organisations internationales et des régions et régionales, des institutions régionales publiques. Amélioration des capacités de renseignement criminel, y compris la collecte et analyse, la diffusion d'informations afin de promouvoir et améliorer la coopération nationale et régionale en matière de terrorisme. Ce séminaire a vu la participation du directeur de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, le procureur de la République Maki Omar Abdel Qader et le procureur général Jama Suleiman Ali, ainsi que l'ambassadeur de la France à Djibouti, Christophe Guillou, afin de promouvoir et améliorer la coopération nationale et régionale en matière de terrorisme. Écoutons donc à présent les propos de Christophe Guillou. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions. Voici donc à présent le mot prononcé à cette occasion du colonel Abdillahi Abdi Farah. Allow me to convey my sincere greeting to you and your superiors. Je suis fier que cette coopération devienne importante et j'en suis convaincu que dans un pays de paix et démocratique, le rôle de la police est crucial pour maintenir le bien-être de la société, sa sûreté, mais également sa sécurité. C'est pour cette raison que nous devons être conscients de l'importance de notre mission. Cependant, dans le monde actuel, un seul pays ne peut pas lutter contre le crime frontalier. Et c'est pour cette raison que nous sommes obligés de travailler ensemble pour les intérêts communs de nos pays. Ainsi, coopérer et avoir les institutions fortes sont uniques moyens pour efficacement lutter contre le terrorisme. Ce qu'il faut savoir en matière de terrorisme, il s'agit là d'infractions par nature transfrontalières. Et à ce titre-là, je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait d'abord une coopération entre les autorités de police et de justice au niveau de chaque État, mais qu'il y ait également une coopération sur le plan régional. L'expérience a montré que très souvent, les pays au niveau de la Corne de l'Afrique, nous n'avons pas souvent forcément les mêmes lois, ni les mêmes normes, et là c'est un facteur important sur lequel les criminels et les terroristes jouent pour essayer de passer à travers le mailles du filet. Donc c'est vraiment très important qu'on essaie de confronter nos systèmes, de trouver des moyens légaux de pouvoir non seulement échanger au niveau des polices et des enquêteurs, de trouver des moyens d'échanger les instruments techniques d'investigation, mais également sur le plan légal et sur le plan judiciaire, de pouvoir coopérer de façon pleine et entière pour permettre de faire face à ces fléaux. Et de là, nous passons à l'actualité en Syrie. Privée d'eau depuis le 22 décembre dernier, les habitants de Damas vont de nouveau être approvisionnés. Après plusieurs semaines de combat avec les rebelles, l'armée syrienne a repris dimanche le contrôle de la principale station de pompage située à 15 km au nord-ouest de la capitale syrienne. La station d'Enfijé a été bombardée et reste en très mauvais état. Au-delà de cette station de pompage, c'est toute la vallée de Barada qui a été reprise en main de l'armée de Bachar al-Assad depuis 2012. Les rebelles contrôlaient ce secteur, mais vendredi un cessez-le-feu est enfin entré en vigueur. Comme à Alep, l'accord prévoit que les quelques 2500 rebelles puissent quitter le secteur en toute sécurité pour rejoindre Idlib en province insurgée. Et au Canada, une fusillade a fait 5 morts dans une mosquée au Québec. 2 hommes lourdement armés ont tiré sur les fidèles rassemblés pour la prière du soir.
hier soir donc au centre culturel islamique de la ville du Québec, faisant 5 morts et une dizaine de blessés selon les médias. Les tireurs ont ouvert le feu dans le centre culturel islamique de la ville canadienne, faisant au moins 5 morts et plusieurs blessés. 2 suspects ont été interpellés, un 3e serait en fuite. Une quarantaine de personnes assistaient à la prière du soir lorsque l'attaque a eu lieu dans cette mosquée du quartier de Saint-Foy. Cette dernière année, les agressions contre les musulmans se sont multipliées dans la province francophone du Québec. Une tête de porc avait été déposée devant un centre au mois de juin dans l'Ontario voisin. Un incendie d'origine criminelle avait été déclenché dans une mosquée au lendemain des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais restez avec nous dans quelques instants. Le focus avec Hussein Aoulad.